Bonjour tout le monde, bonjour André Douzet, Bonjour Antoine. comment vas-tu? Eh bien, à partir du moment où je suis dans ton émission, forcément, je vais très bien. C'est très gentil d'avoir accepté cette invitation. Alors pour vous expliquer un petit peu cette nouvelle émission que l'on va lancer ensemble avec André, il n'y a pas très longtemps, j'ai farfouillé dans ma bibliothèque, puis je suis tombé sur ça. Hop, voilà, André Douzet et collectif, la série Périlos. Et c'est vrai que André Douzet, si vous ne le connaissez pas, est un conteur extraordinaire, c'est un passionné d'histoire et d'histoire ésotérique. Et il a travaillé assez longtemps à chercher, à creuser ce sujet de Périlos. Et donc du coup, on s'est dit, je lui ai proposé en tout cas, et si on en parlait, on en reparlait ensemble, parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas abordé ce sujet. Et du coup, voilà, c'est parti. On va lancer la série des causeries. Donc, mes causeries avec André Douzet. Et donc, on va passer 1h30, 2 heures ensemble. On verra André est insatiable. Hein, on fera peut-être qu'on l'arrête au bout d'un moment. Et donc, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est de l'énigme de Rennes-le-Château au fabuleux secret des Périlos. Voilà. André, alors, les Périlos, ça commence par qui? Par quoi? L'arrivée de la Bessonnière, c'est ça? À Rennes-le-Château? Alors pour le commun, donc j'ai fait partie très longtemps, d'ailleurs je suis encore un des communs, on apprend le nom de Périlos effectivement que très tardivement, c'est-à-dire on peut dire à la fin du XXe siècle, lorsque Béranger Saunière précisément il monte, et on l'apprend avec beaucoup plus de détails, avec l'étrange maquette, l'étrange moulage qu'il va commander à la fin de sa vie. En réalité, les Périlos, on en reparlera tout à l'heure dans une autre chronologie, les Périlos apparaissent dans cette affaire, on peut dire, avec un nom qui en est très proche, mais à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. On apprend qu'un chevalier part de Palestine, c'est un Pérel, et ce qu'il emporte avec lui et ce qu'on va lui demander de cacher correspond à ce qu'on a pu penser trouver et aux quelques éléments qu'on a pu trouver sur les terres de Périlos. Donc les Périlos sont pratiquement la pièce essentielle dans l'histoire après laquelle j'ai couru pendant 47 ans. D'accord. Donc, Périlos, c'est en fait, ça se situe où exactement? Les terres Alors, de Périlos. la terre de Périlos se retrouve, pour ceux qui ont une meilleure notion géographique que moi, Perpignan, on va dire Perpignan en gros, et puis ensuite on va aller vers Rivesaltes, le fameux château de Sals, qui est bien connu des touristes, et ensuite on va voir un petit village qui s'appelle Opoul, O-P-O-U-L, et à partir de là, on va suivre une route, une voie sans issue, qui finit dans les ruines d'un village mort qui s'appelle Périlos. Donc géographiquement, on est quoi? On est à une petite trentaine de kilomètres de Perpignan en remontant sur Rivesaltes. Alors ensuite, il faut savoir que les terres de Périlos se sont trouvées très longtemps, depuis leur origine, depuis cette fameuse histoire qui remonte à il y a quasiment 2000 ans, se sont retrouvées ensuite sur les terres de la couronne de Catalogne. Et c'est au moment où il y a le rattachement du Roussillon à la couronne de France que toute cette partie des Pyrénées, toute cette partie des terres de Périlos va basculer sous l'autorité de la couronne de France. Donc ça va devenir un village français. Jusqu'au, on va dire, au XVIIe siècle, c'était la couronne de Catalogne, avec toute sa splendeur. Et d'ailleurs, on va s'apercevoir effectivement que le roi de France, à partir du moment où il demande le rattachement du Roussillon à la France, en échange évidemment d'autres territoires qu'il concède à la couronne de Catalogne, va récupérer et va très vite demander à plusieurs notaires royaux, dont un qui nous intéressera plus particulièrement, Bernard, c'est un Saint Courtade, Bernard Courtade, notaire royal,
qui va devoir se charger de faire la liste des propriétés, des biens, de tout ce qui est historico-généalogique sur ce secteur pour les caisses de l'État français. Et c'est une chance parce qu'on va voir l'étendue des territoires de Périlos. Et surtout, nous aurons l'occasion d'en reparler un petit peu plus longuement tout à l'heure, dans cette kyrielle de pages qui ne sont que des notes, puisqu'un notaire est là pour ça, et on va s'apercevoir qu'à la fin, lorsqu'il a terminé l'énumération des terres de Périlos, il va dire, et il y a là un lopin de terre, et il va nous donner en 4 lignes des explications qu'il va finir par parce qu'il contient un tombeau royal et sacré. Et je pense que toute l'histoire des Périlos a été faite à partir de ce lopin, puisqu'on va s'apercevoir très vite qu'ils n'en seront jamais propriétaires. C'est enclavé sur leur terre, mais ça ne leur appartient pas. C'est une sorte de dépôt immobilier qu'on leur a fait. Et c'est enclavé, personne ne peut y aller sans traverser les terres de Périlos. Les Périlos ne sont pas belliqueux on ne les a jamais vus chercher la bagarre en premier. En échange, ce sont des gens qu'on trouve très vite si on les cherche. Et ils sont farouches en ce qui concerne ce lopin. On ne se bat pas en duel sur ce lopin, on n'y fait pas la guerre, bien que jusqu'au moment du rattachement du Roussillon à la France, on est à l'extrême limite de la terre de Catalogne. Donc on est sur une ligne qui fait face et qui s'oppose à la couronne de France, qui s'y oppose mollement parce qu'il n'y a que de petits villages et ce sont des escarmouches. Mais on n'y ramasse pas de pierre. Le texte de Courtade est très clair. On ne ramasse pas de pierre, on ne ramasse pas de bois, on ne met pas le feu, c'est-à-dire comme les bergers le faisaient autrefois avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'écobuage, on ne s'y bat pas en duel, et ce lopin n'est pas monnayable, il n'appartient pas aux Périlos, qui n'ont même pas le droit de l'utiliser pour payer une rançon, comme c'était la coutume lorsqu'il y avait des batailles. Et en fin de compte, ça ne leur appartient pas, ils en sont légataires, et c'est peut-être ce legs auxquels ils ne peuvent toucher, qui va faire toute leur puissance, puisque on va trouver des traces des Périlos, toujours comme conseiller. Il y avait toujours un Périlos qui était conseiller auprès du roi de la couronne de Catalogne. Hein. Ensuite, on va trouver un Périlos à côté du roi de France et des papes. Et on va même faire mieux, lorsqu'il y a le schisme des papes, il y a un Périlos à Rome et un Périlos à Avignon auprès du pape qui a décidé de s'auto-élire pape également. Donc les Périlos sont toujours conseillés auprès des puissants, bien qu'ils ne sont jamais démonstratifs, ils restent toujours dans l'ombre, mais ce sont des gens qui ont comme les Catalans, qui ont un grand respect de l'honneur, de la parole donnée et de l'engagement. Donc en fin de compte, nous allons après retrouver les Périlos lorsque Saunière va pour la première fois s'intéresser aux Périlos. Donc c'est je dirais toute la portion des Périlos, on va la tenir au chaud provisoirement, et nous allons suivre une autre chronologie qui elle commence à Rennes-le-Château. Alors à Rennes-le-Château c'est un petit peu pareil. Hein. À Rennes-le-Château, on a quelque chose, on a Béranger-Saunière, un peu comme on a Périlos en Catalogne. Béranger-Saunière est la partie visible de l'iceberg. Alors, il faut quand même dresser un peu la personnalité de Béranger-Saunière. C'est un curé local, c'est un enfant du pays. On sait qu'il était d'une origine modeste. Son père était régisseur d'une grosse propriété du Razès, mais le Razès est un pays pauvre, donc la famille est modeste, elle ne manquera de rien, mais ils n'ont pas de superflu. Et Béranger-Saunière a cette habitude de la rudesse d'un pays et de vivre avec ce qu'on peut y trouver. Et on le nomme curé, il a 33 ans, c'est intéressant, cet âge de 33 ans, mais je ne pense pas qu'il faille y voir une forme de parano. C'est un hasard, mais le hasard, mon grand-père me disait que le hasard, c'est Dieu qui se promène sur Terre avec des lunettes de soleil pour ne pas qu'on le reconnaisse. Et donc c'est le hasard. Alors Béranger-Saunière arrive à 33 ans et on nous dit qu'il est tellement pauvre, qu'il a si peu de moyens, qu'il n'a pas une deuxième paire de chaussures de rechange.
Lorsqu'il arrive à Rennes-le-Château, on sait également que non seulement les finances de Saunière sont zéro, mais il arrive, on le nomme dans une cure, dans une paroisse, où l'église est dans un tel état de délabrement que la préfecture est à la veille de décider de faire raser l'église parce que la charpente est dans un tel état, la toiture dans un tel état, qu'on craint que pendant la messe, la toiture s'effondre sur les rares fidèles qui assistent. Donc, c'est quelque chose qui va très mal. Les vitraux ont explosé lors de la dernière tempête, le vent y est maître chez lui, les oiseaux y rentrent et ils font leur saleté, et on a une image d'une église de Rennes-le-Château dans un état de délabrement avancé, tout autant que l'est le presbytère. Saunière arrive et on nous dit qu'il arrive là et il va essayer de s'occuper très vite de son église. C'est un homme qui semble très pieux, et qui va tout de suite s'occuper de voir ce qu'il peut faire avec son église. Mais c'est un homme qui est sanguin, qui est vif, qui n'a pas peur d'afficher ses opinions. Et il ne va pas hésiter, à ce moment-là où on va voter, il va y avoir un vote, il va monter, il va prêcher et il va inciter ses ouailles à voter royaliste, monarchiste. Et évidemment, la préfecture et la République ne voient pas ça du même œil parce que à cette époque, c'est fait. L'Église est passée sous la finance de l'État et c'est l'État qui paye. Et donc, ils veulent bien payer, mais ils demandent au moins au curé une neutralité dont il n'a pas fait acte. Donc, on va lui taper sur les doigts, on va le punir, on va l'envoyer loin de Rennes-le-Château. Son évêque va intervenir. En fin de compte, on a la sensation qu'on prépare un décor. Que les acteurs se préparent dans les coulisses. Alors on nous fait patienter avec 2 ou 3 événements. Et voilà Saunière qui est professeur dans une école religieuse à Narbonne. Il va sortir de cette école sur intervention de son évêque auprès du préfet qui lui dit au préfet non, c'est un homme qui a un peu le tempérament sanguin, mais vous verrez, tout va bien. Et le préfet le laisse revenir. Et à partir de là, effectivement, les choses se mettent en place. On va s'apercevoir que les familles de Chambord, la marquise de Chambord, la comtesse de Chambord, va intervenir et donner une somme plus que conséquente à Saunière. C'est un don, et on n'a jamais bien eu l'explication qui va motiver l'arrivée de ce don dans les poches de Saunière. Toujours est-il que ça va permettre de calmer les curiosités. Saunière va dire, eh bien voilà, cet argent, je vais le consacrer à restaurer mon église. Et il va la restaurer. On peut très vite imaginer que lorsqu'il arrive, on est là dans une des églises les plus anciennes du Razès, c'est du roman, un beau roman local, il va en faire ce qu'on voit aujourd'hui, quelque chose qui est plâtré, très coloré, très décoré, un peu lourd, même un peu indigeste, des statues qui sont tout autant dans le même style sulpicien que les décors. Il va refaire faire les vitraux avec des choses extraordinaires et des détails qui vont mériter toute l'attention. Bref, Saunière vient de mettre en place le décor de la tragédie qui va se dérouler. Tragédie qui parfois est relativement comique. Et en fin de compte, avoir fait ces travaux, moi, à mon avis, tout a été orchestré. Béranger Saunière est téléguidé. Et on va le payer pour se laisser téléguider et conduire des travaux. Ça aurait pu paraître bizarre si d'entrée de jeu, il se mettait à fouiller, à creuser dans son église, mais là, il dit, oh, mais non, c'est simplement pour remettre le maître-autel en bon état. Et en effet, il va après s'atteler, une fois que le bâtiment est hors d'eau, il va s'atteler à reconstruire un autre maître-autel. Il démonte l'ancien qui est Visigoth, dont on va retrouver des morceaux, et puis il va dire, ben, c'est étrange, pendant les travaux, voilà que nous trouvons une dalle sur laquelle se trouve sculptée une scène très intéressante, mais en plus de ça, dessous, sous cette dalle, il y a une poterie, et dans cette poterie, les ouvriers, les enfants qui sont avec lui, voient des objets brillants. Ils chassent tout le monde en disant ce sont des médailles bénites. Bien. Et à partir de là, on va très vite comprendre que c'est de l'or, que les choses vont commencer à remonter, que Saunière va avoir un comportement qui sera à la fois très attentif pour son église, très attentif pour ce qui est autour, mais en fin de compte, si on épluche tout ça et si on ne garde que le comportement et les actes de Saunière, en fin de compte, il suit
une ligne qui est bien précise, il a en somme une feuille de route et il va la suivre. La feuille de route est teintée. Donc là, excuse-moi pour resituer un petit peu, on est en juillet 1887, hein, pour que les gens qui ne connaissent pas tout à fait la légende de la Bessonnière et de Rennes-le-Château, voilà, on est donc fin du 19e. Oui. Et donc Béranger Saunière on va le voir très vite, être entouré de religieux. Évidemment, c'est un curé, donc là, jusque-là, il n'y a rien de bien mystérieux. Mais des religieux qu'on va retrouver et qu'on va voir disparaître dans des conditions assez particulières. On va voir au fur et à mesure de sa vie de prêtre. Attends, excuse-moi André, quand tu dis disparaître, c'est disparaître, rendre l'âme ou repartir ailleurs dans d'autres paroisses? Alors, et ils vont disparaître parfois dans des conditions difficiles. En fin de compte, l'affaire de Rennes-le-Château, 4 curés vont l'illustrer. Évidemment, on connaît Béranger Saunière. Et on va voir l'abbé Boudet. L'abbé Boudet qui va s'illustrer avec un livre dont, si tu veux, nous pourrons reparler une autre fois, qui s'appelle La véritable langue celtique. Le Cromlech de Rennes-les-Bains, ou la véritable langue celtique, comme s'il y avait une fausse langue et une vraie langue celtique. Donc l'abbé Boudet va être en somme le parrain, la personne qui va s'approcher de Saunière, le guider, et donc ça va être le prêtre qui va être le plus proche de lui dans certaines démarches. Ensuite, on a, avant de venir sur Gélis, il y a un abbé Bigou qui sera le dernier prêtre avant la Révolution, et là celui-ci, on va le voir nous laisser quelque chose de formidable. Et puis le 4e prêtre, Gélis, est le curé de Coustossa, qui est en face de Rennes-le-Château. Et l'abbé Gélis va être un collègue très attentif de Saunière. On pense qu'ils vont faire un certain nombre de choses ensemble. Je pense, moi, personnellement, que tous ces bons abbés vont avoir un gâteau à partager, et Gélis va être gourmand. Alors au début, on va lui donner une part du gâteau, et je pense que petit à petit, Gélis va dire « je voudrais bien une plus grosse part ». Et à la fin de sa vie, oui, parce que Gélis va mourir dans des conditions tragiques, très difficiles. En somme, on va l'assassiner. Il va mourir la nuit de la Toussaint, ce qui est excellent pour le départ d'une âme. Il part à la retraite le lendemain, et pour lui, effectivement, ce sera une retraite définitive. Et effectivement, Gélis, on va le retrouver le lendemain, le jour de la Toussaint, dans son presbytère, dans sa cure. Et là, il a été massacré à grands coups de tisonnier. On dit même que 33 coups, encore une fois, lui ont été portés, dont seul le dernier a été fatal. Alors, évidemment, il va y avoir une enquête. On va s'apercevoir qu'il s'est traîné dans la maison, il y a des traces de sang. Et on a continué à le frapper, mais d'une façon méthodique. Comme si on voulait lui faire dire quelque chose, ne pas le tuer, le faire dire, sous la douleur. A-t-il parlé? Je ne sais pas. N'a-t-il pas parlé? Je ne le sais pas non plus. Mais toujours est-il que si on se met à la place de son meurtrier, il sait très bien qu'il ne peut plus le laisser en vie. Hein, il va, s'il s'en sort, dire c'est lui et qui m'a fait toutes ces misères, il le tue. Et alors, évidemment, on pense immédiatement à un crime crapuleux. L'abbé Gélis était riche. On ne sait pas d'où vient sa richesse, mais on s'en fiche. Le fait est que pour les ouailles, c'est un curé qui est riche. Et effectivement, la police, en faisant la première enquête, va trouver chez Gélis, tout simplement dans les tiroirs, c'est même pas planqué, des rouleaux de pièces d'or, des billets à ordre, ce qu'on appelle des bons du trésor à une époque. Il est immensément riche, on ne prendra rien sur toutes ces valeurs. Donc on cherche autre chose. On a dévasté la maison, on a cherché un document, on a cherché des informations, les a-t-il donné, ne les a-t-il pas donné? Gélis va disparaître, il va être tué. Donc il y a un meurtre, c'est pour ça que je dis, un va disparaître d'une façon tragique de cette scène. Ensuite, voyons Bigou. Bigou, lui, est le dernier curé avant la Révolution. Il a vu arriver la Révolution, ça gronde, ça se prépare, donc les informations vont vite quand même. Hein. Il est prévenu, et il nous reste fort heureusement un document très intéressant, c'est le registre de l'Église. Le registre n'a pas été détruit par les révolutionnaires, parce que même s'ils sont très, très remontés contre la religion, les archives d'église sont tout ce qui existait autrefois comme état civil. On notait le baptême qui était très proche, à un ou deux jours près du jour de la naissance. La mort,
parce qu'il y avait un enterrement religieux, les mariages. Donc, c'est un livre d'état civil que les révolutionnaires ne vont pas détruire, heureusement, parce que, Antoine, ce qui est intéressant quand on regarde la première page de ce registre, l'abbé Bigou va écrire plus d'une dizaine de fois une phrase qui va être laconique et qui dit « Jésus n'est pas ici. Jésus de Nazareth n'est pas ici. » En fin de compte, on ne lui demande rien. On ne lui demande pas si Jésus est là ou n'est pas là. Non, il va écrire ça comme une litanie, comme s'il voulait convaincre qui ou quoi que Jésus n'est pas ici. Évidemment, si on prend l'aspect religieux, Jésus peut être nulle part, puisque pour la religion, il monte au ciel. Voilà. Donc les 4 prêtres... Oui, je dirais même plus, souvent dans la religion, dans les homélies des prêtres, c'est Jésus est parmi nous. Voilà, il est pour nous. Donc c'est peut-être même carrément en contre de ce qu'ils disent régulièrement. Ben oui, et donc il le sait, la révolution va arriver, la révolution va régler ses comptes, va détruire beaucoup de choses, et lui sait peut-être que le registre va rester, et il dit, comme si il voulait sous-entendre, c'est pas la peine de le chercher là, il n'y est pas. Voilà. Et il va fuir parce qu'il est réfractaire. Il refuse les contrats révolutionnaires qu'on va lui proposer, donc il est réfractaire. Il refuse d'être un prêtre de la République. Et là, on va lui courir après. Donc il va remonter sa soutane et il va courir du côté de l'Espagne. Et on le suit très curieusement jusqu'à Durban. De Durban, il va précisément aller à Périlos. Et de Périlos, il va suivre un berger, sans doute va-t-il se déguiser, se costumer en berger, ne pas se laver pour sentir mauvais, sentir le suin, et il va suivre probablement un troupeau de moutons qui va passer négligemment la frontière et qui va lui permettre de rejoindre des cieux plus hospitaliers du côté de l'Espagne. Donc il va nous rester ce document de Bigou qui va insister, mais Bigou va s'illustrer dans autre chose. On a parlé de Périlos qui se trouve à côté d'un village qui s'appelle Opoul. O-P-O-U-L. Et voilà que l'abbé Bigou va donner la sépulture et une messe de mort à la dame, précisément d'Opoul, de Nègre-d'Able. Et cette dame est la dernière seigneuresse du château de Rennes-le-Château. Et c'est lui qui va dresser le texte de la pierre tombale, de cette pierre, et il va la donner à un graveur qui va graver un texte qui aujourd'hui encore fait la joie et les désespoirs de ceux qui essayent de la déchiffrer. Elle est faite de minuscules, de majuscules, avec des incohérences, des erreurs qu'un prêtre n'aurait pas pu faire, et que le carrier non plus, parce que le travail est fait soigneusement, et en fin de compte, il n'avait qu'un texte à suivre, et non pas à l'interpréter. Et par exemple, à la fin, le texte qui nous dit repose en paix, eh bien, on va s'apercevoir que le cat in pes va devenir catin, pes. Et on imagine que les héritiers de la dame d'Opoul ne vont pas être très contents de voir leur tante ou leur grand-mère se faire traiter de catin. Personne ne va chercher à changer la dalle, à la modifier, à l'effacer. On le reste comme si là aussi c'était quelque chose qui était entendu. Non pas que cette dame soit une catin, mais que le jeu de mots soit là pour nous montrer quelque chose, puisque on sait qu'en patois local, catin, c'est une grotte. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Repose en paix dans la grotte. Voilà, en résumé. Hein. Après, il y a tout un tas de chiffrages. Voilà. Donc, on va s'apercevoir que tous les prêtres qui vont entourer, si je puis dire, Saunière, vont tous avoir une partie de cette tragédie théâtrale à jouer. Et il va rester, à la fin, Gélis étant mort, Bigou étant mort depuis longtemps, il va rester Boudet, qui va s'effacer peu à peu, et puis Béranger Saunière, qui lui va venir devant la scène, et va devenir riche, très riche, trop riche. Alors aujourd'hui, comme il faut pour tout raison garder, ceux qui vont essayer de limiter la casse ésotérique et mystique de Béranger Saunière vont nous dire « Oh non, cette somme d'argent qui va lui tomber tout à coup, ce ne sont ni plus ni moins que les fruits d'un trafic de messe ».
Alors un trafic de messe, moi je veux bien que Saunière ait fait un petit trafic de messe. Encore une fois, peut-être a-t-il planté là aussi un arbre pour cacher sa forêt, en disant bah oui, j'ai fait un peu de trafic de messe. Mais bon voilà, c'est tout. Et non, c'est pas tout. Il y en a trop. On estime qu'il aurait dû dire par jour une quarantaine ou une cinquantaine de messes, ce qui était impossible, pour payer la dette spirituelle qu'il avait endossée. Non, et ça ne suffit pas, parce que l'argent va continuer à arriver, mais d'une façon discontinue. Et cet argent, au départ, la masse est tellement forte, conséquente, que Saunière tout à coup se met à acheter des terres. Il achète toutes les terres qui sont derrière le presbytère et l'église, et il va en faire son fameux domaine de Magdala. Hein, la villa Magdala, la tour de Magdala, etc., etc. Et là, on va avoir une villa pour l'époque digne des bourgeois, de la petite aristocratie languedocienne, pour un pauvre curé. Alors, on a cette villa, mais surtout ce que les chercheurs n'ont pas assez regardé, pourquoi fait-il construire sa villa précisément pile poil à cet endroit? On y reviendra si on a le temps, ou peut-être une autre fois. Toujours est-il qu'à partir de là, effectivement, Saunière va avoir autour de lui un entourage des arts. Il va y avoir des musiciens, il va y avoir des écrivains, il va y avoir la fameuse Emma Calvé qui va venir le visiter plusieurs fois. Il va y avoir des hommes politiques. Alors, on peut se demander pourquoi des hommes politiques, ou beaucoup de francs-maçons, ou beaucoup de gens qui vont s'intéresser à l'histoire et à l'ésotérisme, vont tout à coup s'agglutiner autour d'un pauvre curé qui les reçoit, on dit, très très bien à sa table, mais ça ne suffit pas à justifier cet intérêt. C'est comme s'il y avait derrière autre chose et qu'on vienne voir Saunière, soit pour lui dire « Au fait, monsieur le curé, qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Et les autres pour dire « Attention, monsieur le curé, ce que vous avez trouvé, c'est nous qui l'avons payé, donc vous ne le révélez pas. » Et à partir de là, effectivement, on n'a jamais bien noté également cette étrange analogie phonétique. La dame d'Aupoul, la fameuse dame de Nègre d'Able, qui est la dernière seigneuresse du château de Rennes-le-Château, est une Aupoul, H-A-U-T-P-O-U-L, mais Aupoul à côté de Périlos, s'il s'écrit plus simplement, en phonétique, c'est la même, c'est Aupoul. Alors, y a-t-il là quelque chose d'intéressant? Oui, on le verra peut-être une prochaine fois, ou à la fin, si tu le souhaites. Donc, à partir de là, on a vu Bigou qui part poursuivi par les révolutionnaires, qui passe par Durban, Périlos, et qui se réfugie en Espagne. Edin. On va simplement noter le passage par Durban et Périlos. C'est le hasard. Au moment de la Révolution, on fuit. On ne va pas faire le difficile sur les noms de lieux qu'on va traverser. On évite les endroits où les révolutionnaires sont trop nombreux. À Durban, il y en a peut-être un ou deux, et puis c'est fini. À Périlos, il n'y en a aucun. Donc, il se déguise en berger et il passe en sentant le suin de mouton. Ensuite, alors, on a Boudet. Eh bien, Boudet, c'est pas compliqué. Il a été vicaire à Durban. Voilà, c'est clair. On a demandé ça à l'évêché. Il nous dit, bah oui, Boudet a été vicaire à Durban, le fameux Durban. Et ça en fait deux. Et ensuite, on a le fameux Gélis, celui qui se fait trucider la veille d'aller à la retraite. Eh bien, Gélis aussi a été vicaire à Durban. Et pour finir, eh bien, Béranger Saunière s'est rendu dans une famille de Durban, et moi j'ai retrouvé quelle famille, et c'est pas si vieux, ça fait un siècle à tout casser, même pas. Et donc, cette famille le recevait, et Saunière dit j'y allais parce que je mangeais bien. On m'y recevait et on me faisait un bon repas le dimanche à midi. Ça ne suffit pas. Parce qu'on nous dit également que Marie Desnarnaud s'abonne. Également, là aussi, quelque chose de très étrange. C'est comme si on voulait coincer ce curé à Rennes-le-Château. Il a 33 ans, il pète le feu. Hein, la chair est faible, dirions-nous. Et voilà qu'habituellement, lorsqu'on donne une bonne à un curé, on lui donne une dame, on dit d'un âge canonique. C'est-à-dire qu'elle ne fait plus envie. Elle est très âgée. Et le père curé, elle lui fait sa soupe, elle lui repasse sa soutane et elle met des fleurs dans l'église et ça s'arrête là. Et là, contre toute attente, Béranger Saunière, qui est un sanguin, qui est un enfant du pays, qui est un gaillard de 33 ans, on va lui donner une bonne qui en a à peine 23. Et évidemment, les mauvaises langues vont y aller bon train. Et puis, on pense effectivement qu'il y a eu plus que le rapport d'un curé avec sa bonne, il y a eu autre chose. Ces deux êtres, ben mon Dieu, ont craqué. Mais
on peut dire la chair est faible. Et donc, il y a eu quelque chose d'étrange. Et pourquoi va-t-il chercher une bonne table à Durban alors qu'il peut avoir la même bonne table à Rennes-le-Château? Il y a une question qu'on peut se poser. Et à partir de là, effectivement, on va s'apercevoir que Béranger Saunière de Durban montait à dos de mulet. Alors, de Rennes-le-Château, c'est pas long à son époque. Il va en direction de Carcassonne, il prend le train passe à Durban, et de Durban, il peut monter à dos de mulet jusqu'à Périlos. Ces 4 curés majeurs dans l'affaire de Rennes-le-Château sont tous passés par la case Durban et Périlos. Et le voilà à Périlos, effectivement. Hein. À partir de là, on va s'apercevoir que Saunière, sa villa, il n'y habitera jamais. Alors, il va même dire à son évêque, mais voilà, mon domaine, ma villa, je veux en faire une maison de retraite pour les pauvres et vieux prêtres du diocèse. Oui, bien sûr, mais il n'y a que 2 chambres dans la villa. Hein, donc, ça, à moins qu'on en fasse un dortoir militaire où on va entasser une trentaine de curés par chambre, non. Non, et puis il n'y a pas les sanitaires, non, 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 non. Donc il dit, non, non, mais c'est rien, c'est pour faire une maison de retraite, mon bon évêque. L'évêque, lui, ne va rien dire là-dessus, il va chercher à savoir d'où vient le fric qui a permis ceci, mais toujours est-il que cette villa, Saunière n'y habitera jamais. Il va y faire des réceptions, oui, mais il va se réfugier dans son vieux presbytère, et à mon avis, il va s'y réfugier avec une raison évidente. Si tu veux, nous pourrons reparler un petit peu plus loin ou une autre fois. Toujours est-il que voilà maintenant Béranger Saunière qui va s'approcher de Durban et qui va monter à Périlos. Et il va nous laisser un témoignage. Alors, j'ai eu beaucoup d'ennuis avec ce qui va suivre. Béranger Saunière, je le maintiens, parce que nous en avons des preuves, va commander à la fin de sa vie une maquette, un moulage. Et ce moulage est très laid, puisque certains de mes antagonistes ont traité ça de bouse de mammouth. Alors personnellement, je n'ai jamais vu de bouse de mammouth, je n'en ai jamais senti, mais visiblement, le terme bouse de mammouth montre, si je puis dire, que c'est une merde. Effectivement, la maquette n'a rien de décoratif, c'est pas beau, c'est couleur bronze, c'est brun, c'est marron. On voit, en fin de compte, c'est une carte géographique en relief, comme on en trouve parfois aujourd'hui. Hein. Elle n'est pas en couleur, puisqu'elle va être en bronze théoriquement, et Saunière, heureusement pour nous, la paye d'avance. Il sait déjà qu'il a eu un gros problème cardiaque. Et à son époque, quand on a commencé à avoir un problème cardiaque, ça va pas bien loin. Hein. Les traitements sont simplement à base de digital et c'est tout. C'est un peu efficace. Mais bon, Saunière continue à bien vivre. Il continue à boire et manger. Et son médecin a dû lui dire, il faudrait, monsieur le curé, lever le pied ou commencer à mettre vos papiers en bon ordre. Je crois que Béranger Saunière est un peu dépité de la vie qui va suivre, de ce qu'on lui fait, et va décider de continuer à vivre tel qu'il l'avait fait jusque-là, quitte à brûler la chandelle par les 2 bouts. Toujours est-il que Béranger Saunière, excuse-moi, décède le 22 janvier 1917 à 64 ans. Oui. Donc c'est un peu jeune quand même. Et effectivement, il meurt d'une 2e crise cardiaque. Et donc, il a eu le temps, comme s'il avait voulu auparavant, comme s'il avait compris que pour lui, il allait bientôt rejoindre son créateur et maître, et voulu laisser une sorte de testament philosophique, un testament que quelques personnes pouvaient comprendre, c'est cette maquette. Alors, poser un objet comme ça sur un buffet, même si c'est de l'Henri II pur style, même si c'est du Louis-Philippe, c'est douteux. On peut dire Saunière n'avait pas beaucoup de goût, mais si on s'approche un peu plus de la maquette, on va voir que si elle représente une sorte de décor, elle a une étiquette, un cartouche qui nous dit ce sont les lieux, c'est le Saint-Sépulcre, état primitif. Ça laissait entendre qu'il y aurait un état secondaire. Bien. Et lorsqu'on voit cette maquette, ce paysage qui ensuite a été prévu pour être coulé en bronze, eh bien, il comprend des noms. On nous dit qu'il y a sur ces paysages effectivement un endroit qui s'appelle Jardin Gethsemani,
le Saint-Sépulcre, et puis des tombeaux, et puis surtout un nom commun qui s'appelle citerne. Alors jusque-là, rien de bien choquant. Que Saunière ait voulu conserver une mémoire des lieux où le Christ a vécu ces 2 derniers jours, mon Dieu, si on peut dire, voilà quelque chose qui est compréhensif. Mais surtout, moi on m'a dit, pour aller contre mon hypothèse, que cette maquette, elle avait été faite pour donner des leçons de religion. C'était une façon ludique, récréative d'apprendre la religion aux enfants. Je veux bien. Ensuite, on m'a dit, puisque la maquette nous a été dérobée d'une façon officielle, administrative, financière, sans que je n'ai pu m'y opposer. Hein? Alors, excuse-moi, André, juste pour ceux qui n'auraient pas suivi tous les épisodes, oui. Effectivement, cette fameuse maquette, donc de la Bessonnière, qu'il n'a jamais vue terminée en définitive, hein, parce que comme tu oui. l'as dit, il a eu la bonne idée de la payer à l'avance, sauf qu'il est décédé avant de la réceptionner. Oui. Toi, je ne sais plus comment, donc tu vas peut-être pouvoir nous le rappeler, tu as pu, à un moment donné, récupérer, hériter de cette maquette. Et voilà, elle est arrivée chez toi. Alors, comment ça s'est passé tout ça? Alors, comment ça s'est passé? C'est très simple. C'est même allé très loin dans le milieu de Rennes-le-Château et le grand milieu large, puisque certains ont même dit que j'étais le petit-fils de Béranger Saunière. Eh ben voyons. Ah bah tiens, écoute, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'il y a le petit air peut-être, hein, qu'on regarde bien. Ah mais j'en suis flatté, mais c'est un honneur pour moi. Non, il n'y a aucun problème, je peux montrer ma filiation d'une façon certaine. Mais parce que les gens ont dit, mais comment nous a-t-il pu tomber là-dessus si ce n'est pas un héritage? Alors, Saunière commande sa maquette, et on va s'apercevoir, nous, il la commande, il ne la verra jamais puisqu'il meurt avant. Et voilà que des années après, je cherche, évidemment, je cherche de partout et je laisse des petites cartes de visite, des photocopies sur lesquelles je dis que je recherche des documents religieux qui seraient, que je pourrais rattacher au sud de la France, au Languedoc et plus particulièrement au Razès ou ces régions pyrénéennes. Et je n'ai jamais eu beaucoup de réponses. Et un soir, j'en reçois une d'une personne qui me téléphone, qui semble être un peu sous l'emprise de l'alcool et qui me dit voilà, tu cherches des objets de curé, j'en ai un. Qui me tutoie à 10h du soir, un vendredi soir. Alors, je dis que je ne comprends pas. Il me dit oh, mais tu m'as laissé un papier comme quoi tu cherchais des trucs de curé. Bien, d'accord. J'en ai un. Et alors, je lui demande ce que c'est. Et il me dit on voit des montagnes. D'accord. Et je lui demande d'où il peut avoir cet objet. Et on voit que cet homme a des difficultés pour lire, il ne semble pas très cultivé, ce qui n'est pas... il n'y a rien à dire là-dessus. Et il déchiffre une grosse enveloppe qui est collée dessous, et il commence par lire « Monsieur le cure de Rennes ». Et alors, je pense que c'est un ami qui me fait une plaisanterie, et je lui dis, arrête tes conneries, c'est 10h du soir, et il se met en colère, et il me dit, tu vas voir si je t'attrape, et en fin de compte, je le calme, je me dis, après tout, pourquoi pas, et il me donne rendez-vous le lendemain matin, au marché aux puces, à Aix-en-Provence, j'habite le Pilat. Nous y allons, évidemment, je me dis, il faut voir ce que c'est que cette histoire, mais c'est sans doute un canular. Et on arrive effectivement à 7h30 du matin à Aix-en-Provence, sur le marché aux puces, et je vois le Citroën bleu en tôle ondulée dont la personne m'avait parlé au téléphone. On y va, il est là, je me présente, et je m'aperçois qu'il empeste le pastis à 7h30 du matin, et il me dit, ah ouais, viens, rentre dans le camion, et stupéfaction, il sort d'un sac de pommes de terre la maquette de Béranger Saunière. Alors il m'explique, il me dit j'ai ça parce que je suis un casseur. Alors évidemment, c'est pas quelqu'un qui braque les banques, c'est pas un casseur, c'est pas un gangster. C'est une sorte de personnage qui vit, il a un petit bulldozer, et il casse, en fin de compte, il casse les usines délabrées, abandonnées. Les communes vont faire raser ces usines pour en faire une zone industrielle ou habitable, par exemple. Et on paye cet homme pour tout casser, et avant, on lui laisse quelques mois pour récupérer les tuiles, le plomb, le cuivre, les fenêtres, tout ce qu'il peut. Et
avant de tout casser, il visite les caves et il m'explique qu'il a vendu beaucoup de choses parce que c'était une ancienne fonderie d'objets religieux. Et c'est là que Saunière commande sa maquette. Et il la paye. Et la fonderie a fait une sorte de maquette. C'est pour ça que j'appelle ça la maquette. Ils ont fait une maquette et en disant, monsieur l'abbé, si vous êtes d'accord, il faut nous donner l'autorisation de couler en bronze. Le bon à Et tirer. Saunière, oui, une sorte de bon à tirer. Et Saunière va apporter une ou deux modifications qu'on va retrouver sur le moulage, sur l'original, puisque c'est en somme ce qui va servir à faire une cire perdue. Et il va modifier juste un ou deux mots et c'est fini. Et donc, le fondeur, en fin de compte, on trouve à l'intérieur un document, envoie ce qu'on appellerait aujourd'hui un technico-commercial, parce qu'il Saunière ne répond plus au courrier de la fonderie, et un homme, une sorte de représentant local, monte vers Saunière pour lui dire, monsieur le curé, il faudrait quand même nous donner l'autorisation et nous dire si ça va. Et le courrier revient, le technico-commercial renvoie à la fonderie d'Aix-en-Provence le fameux bon à couler avec une mention décédé, Saunière est mort. Et la fonderie se dit, s'il a des héritiers, il a payé, on va le garder. Héritier, on ne pense pas à des enfants pour un curé, mais à un papa, une maman, un frère, un cousin qui pourrait dire, j'ai le papier, mon oncle a payé, je veux la maquette. Et donc la fonderie va garder cet objet qui va passer aux pertes et profits, d'autres vont s'amonceler sur lui et on ne va plus y penser parce que personne vient la réclamer. Et cet homme qui casse l'usine de fonderie vend tout ce qu'il peut, tout ce qui est des morceaux de chandelier, des crucifix, des trucs comme ça, et tout ce qui est en plâtre et qui a servi à faire des moules, il les fout en l'air jusqu'au moment où il m'appelle et que dans une camionnette de casseurs, de brocanteurs à Aix-en-Provence, je retrouve non seulement la maquette de Béranger Saunière, mais les documents qui vont avec. Voilà comment je suis entré en possession de la maquette. Et comment, d'ailleurs, nombreux de mes détracteurs refusent encore cette explication qui est d'une simplicité enfantine. Si j'avais dit « Ah mais non, je vais tout vous expliquer, ce sont des hommes en noir qui sont venus me voir dans des limousines à verre teinté et qui m'ont donné rendez-vous au fond d'une grotte très mystérieuse. Et sur fond de musique de Wagner, ils m'ont remis la maquette. » Là, tout le monde m'aurait cru. Peut-être même si j'avais dit une soucoupe volante est venue et m'a amené la maquette. Oui, forcément. Et ça passait. Mais comme dirait l'autre, hein, quand même, les explications les plus simples sont les meilleures. Et c'est juste extraordinaire comme rencontre, cette histoire-là. Oui. De toute manière, il n'y a pas de hasard, hein, mais ça, c'était une autre histoire. Donc, il fallait que cette maquette arrive entre tes mains. Voilà. Et elle est arrivée chez toi. Et je l'ai eu. Et ensuite, quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être en entendant ton émission, et je le souhaite fortement, a réussi à me torpiller la maquette d'une façon tellement bien ficelée que je n'ai rien pu faire. Hein, et donc, la maquette m'a glissé des doigts. Oui. Mais avant, on a eu le temps de l'exposer à Rennes-le-Château. Hein, dans le domaine précisément où on m'avait demandé de la montrer. Et les gens l'ont vue. Donc, on ne peut pas dire « c'est pas vrai ». La maquette n'existe pas. C'est Douzet qui a monté un canular. Là, de ce côté-là, on ne peut pas. On sait que trop de gens l'ont vue. Et celui à qui je l'avais confié pour qu'elle soit exposée m'a dit, il y a trop de gens qui tournent autour. Soit ils vont essayer de la voler, et s'ils n'y arrivent pas, de façon à ce que personne l'ait, ils vont lui faire peut-être un coup de masse dessus, et là, ce serait dommage. Et il me conseille de ramener la maquette pour une journée ou deux, et d'en faire une copie. Et donc, c'est quelqu'un qui, à Narbonne, fait les moulages et les reproductions pour le musée archéologique de Narbonne, que je vais voir, qui me fait cette maquette. Et on a regardé cette maquette auparavant, ce moulage. On voyait qu'il y avait des choses qui ne collaient pas, parce que ça ne tient pas qu'on me dise « oui, mais c'est un objet ludique ». Et même, mes détracteurs ont même dit qu'il y en aurait eu plus de 130 de fait. C'est con qu'on n'en ait retrouvé qu'une et que ce soit moi qui l'ai trouvé sur les 130. Mais ensuite, moi je suis très content, mais on me dit mais c'était simplement un objet pour les petits-enfants. Et Saunière a eu ça pour apprendre à ces garnements turbulents les aventures du petit Jésus et de la religion et de la naissance d'une église. Je veux bien, mais comment peut-on apprendre à des enfants turbulents des campagnes toute l'histoire religieuse de la chrétienté et du catholicisme à partir d'un endroit où un homme qu'on appelait Jésus a vécu son dernier jour et a été enseveli dans un tombeau et en est sorti sur intervention divine. Ça ne suffit pas. Ça ne rime à rien.
Et en plus de ça, lorsqu'on regarde la maquette, ça ne correspond surtout pas aux lieux qui sont à Jérusalem. Alors, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, je veux en venir qu'effectivement, moi, comme tout le monde, j'ai tourné autour de Rennes-le-Château avec ma maquette pour voir à quel paysage pouvait correspondre ce moulage. Je ne l'ai pas, nous n'avons rien trouvé. Et je me suis dit, allons, peut-être a-t-il pris une dernière crise de délirium très mince? A-t-il voulu, je sais pas moi, partir en beauté, quitter la scène comme ça, d'un grand revers de chapeau de curé? Non. Et je donne le moulage un soir, on doit le lendemain matin le récupérer. Et déjà, Périlos m'intriguait énormément parce que ces curés, je ne comprenais pas ce qu'ils étaient allés faire à Périlos. Mais je connaissais très bien le paysage de Périlos. Et voilà ce qui se passe. Donc le mouleur me dit, j'ai pris un petit peu de retard, on est le lendemain matin, on arrive à 8 heures, on avait rendez-vous à 8 heures, et il me dit, voilà, j'ai pris un petit peu de retard, j'ai pas encore eu le temps de démouler, vous allez voir, on va démouler ensemble. Et alors, évidemment, il a fait une empreinte qui est très fidèle, puisque ça a été fait avec un élastomère. Donc la copie qui a été faite par moulage, elle est conforme à l'original, on ne peut pas plus. Et il démoule, et il voit ma surprise, et il me dit, ça ne vous va pas, c'est pas ce que vous attendiez. Je dis, mais c'est au-delà de tout ce que je pouvais attendre, vous ne pouvez pas imaginer, parce que à l'envers, la maquette représente effectivement, avec des détails qui sont indiscutables, toute une partie du territoire de Périlos. Alors, quand tu dis à l'envers qu'on essaie de visualiser, en fait, l'empreinte négative de la maquette représente du coup une topographie de Périlos. C'est exactement ça. Exact. Et alors avec des détails, en plus de ça, des détails qui vont plus loin. Saunière nous dit jardin de Gethsémani. Eh bien, au-dessus de Périlos, il y a un endroit qui s'appelle le Mont des Oliviers. Or, le jardin de Gethsémani, c'était le jardin des Oliviers. Le mont, le jardin, mais des oliviers. Or, sur le mont des Oliviers à Périlos, il n'y a jamais rien eu que des cailloux et jamais d'oliviers. Bien sûr, c'est le hasard. Jusque-là, on peut dire oui, bon, ça suffit. On ne va pas s'arrêter à ça. Mais ensuite, Saunière, sur son moulage, montre un trou et il dit, il met un petit mot dessus, citerne. Or, en moulage, tout ce qui est creux sort en relief et tout ce qui est en relief devient des creux. Et l'endroit où on voit le trou marqué citerne, eh bien, lorsqu'on fait un démoulage à l'envers, on a une sorte de pain de sucre qui, sur le paysage de Périlos, s'appelle le Roudoun, qu'on peut voir aujourd'hui et qui reçoit des visiteurs qui viennent d'abord se moquer de moi et qui ensuite repartent très intrigués et très perplexes. Et à l'intérieur de cette curiosité géologique, il y en a une seconde. À l'intérieur de ce pain de sucre, il y a une citerne. Et Saunière, sur sa maquette, a écrit citerne. La maquette va nous montrer un certain nombre de marches qui sont les mêmes que celles qui montent au Roudoun. Le chemin, les rivières qui sont autour sont dessinées en relief sur le moulage. On est bien sur une sorte de carte, un testament de Saunière qui dit, bon ben voilà, je vous livre ce qui a été ma vie et cette chimère après laquelle j'ai couru pendant toute ma vie de prêtre à Rennes-le-Château. Et en fin de compte, tout est transposé à Périlos, et c'est là que les seigneurs de Périlos vont prendre la relève sur cet épisode qu'on a vu tout à l'heure depuis le début en parlant des Périlos, c'est-à-dire que leur nom commence à apparaître à peine plus d'un siècle après la naissance de Jésus, et avec la mission de transférer quelque chose de Palestine en une terre au pied des Pyrénées, et le seigneur qui est mandaté et payé pour conduire cette expédition s'appelle Périlos. Bien entendu, c'est pas Périlos, mais Pérel. Et ensuite, ce n'est pas André Douzet qui raconte ça, ce n'est pas un Robert Charroux ou quelqu'un qui fait dans le spectacle, comme Gérard de Sède, par exemple, où on peut dire c'est douteux. Il va falloir que ça arrange ce qu'ils ont envie d'écrire. Non, pas du tout. C'est un des fameux romans de la table ronde de Wolfram von Eschenbach. Et là, une chose qui tient la route. Et il va nous décrire un périple qui se finit dans les Pyrénées, au pied des Pyrénées, où quelque chose va être déposé. Et ça nous laisse sous-entendre, puisqu'il est question de la quête du Graal, qu'il y aurait là un Graal. D'où la légende du Graal, d'où cette histoire du calice contenant le sang du Christ, qui va être probablement déposé ailleurs. Mais est-ce un Graal ou est-ce un être humain?
Voilà, toute la question est là. Hein. Et à partir de là, nous, on s'est intéressé non seulement à Périlos, à cet emplacement, parce que Saunière va encore plus loin que le mot citerne, encore plus loin que le mont des Oliviers, du Cartouche qui nous dit le Saint-Sépulcre, état primitif, le Saint-Sépulcre, état primitif. Donc, il serait question d'un Saint-Sépulcre et d'un état primitif, sous-entendant qu'il va y avoir un état secondaire. Alors, André, je te coupe, excuse-moi, oui, juste pour qu'on essaie de recoller bien tous les morceaux, parce que c'est vrai que c'est passionnant. Rappelle-nous comment tu appelais le lopin de terre d'Ampérilos qui était réservé. Comment tu l'appelais en début d'émission? Alors, le Courtade, Bernard Courtade, nous dit en 4 ou 5 lignes, ça va très vite, parce que pour lui, il n'y a pas de mystère. Il n'est pas là pour faire du roman pour André Douzet, il n'est pas là pour nous en foutre plein la vue. C'est un notaire, il va simplement noter les valeurs. Et il nous dit, et là, à la fin, il y a quelque chose qui ne peut pas classer, et il nous dit, ça, c'est un lopin. Et ce lopin n'appartient pas aux Périlos, mais est enclavé sur les terres des Périlos. On ne tue pas, on ne s'y bat pas en duel, on ne ramasse pas du bois, on ne ramasse pas des cailloux, on ne met pas le feu, ça ne peut pas servir d'encens, tout simplement parce qu'il y a là, à cet endroit, un tombeau royal et sacré. Voilà, donc un tombeau royal et sacré. Donc on commence à mettre un petit peu les pièces du puzzle ensemble, hein, là, on commence à les assembler. Tu parles de Graal, il y aurait un tombeau royal et sacré. Bon, on va voir où est-ce que tout ça, ça nous mène, mais en tout cas, ça commence à sentir quelque chose de... Oui, c'est intéressant. Particulier. C'est intéressant, surtout que lorsqu'on a le temps, même si un jour, Antoine, tu veux bien me laisser plus de temps et qu'on revienne en détail, qu'on reprenne au fil d'autres rencontres des détails ponctuels sur ce récit, par exemple, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que nous avons réussi à reconstituer une sorte de patchwork de la scène de la crucifixion. Et ce patchwork, nous l'avons voulu de façon à ce qu'il soit difficile à découdre et à détricoter. Autrefois, les grands-mères faisaient des patchworks au-dessus du lit et c'était du crochet. Et pour qu'on ne puisse pas le démonter, je me suis contenté de prendre des morceaux qui sont des morceaux historiques, archéologiques et religieux. Et je n'interviens qu'à 2 endroits d'une façon romanesque pour accrocher les wagons, mais tout le reste, je peux le démontrer à partir de documents bibliques, archéologiques ou historiques. Et je montre qu'effectivement, cet homme a subi un supplice qui devait être extrêmement pénible, la crucifixion, et il n'en est pas mort. Mais encore une fois, c'est comme si on avait orchestré sa mort. D'ailleurs, nous disposons d'un écrit d'un évêque marseillais, puisqu'à Marseille, il y a des choses qui regardent de très près Marie-Madeleine, à Sainte-Victor notamment, et cet évêque écrit un petit dossier qu'effectivement on ne se procure que très difficilement parce que l'Église est très ennuyée avec ce petit dossier, et où il nous dit, voilà, le titre du dossier, c'est « Les Gaulois ont crucifié Jésus ». Étonnant. Oui, plutôt étonnant comme. Bah, écoute, je le note hein, pour une prochaine causerie ensemble. On ira plus loin effectivement sur cette histoire-là de la crucifixion et de ton patchwork. Et c'est vrai que lorsqu'on reviendra là-dessus, lorsqu'on a fini de démonter le réveil, eh bien effectivement, il y a toutes les chances que ce soit des Gaulois qui aient crucifié Jésus à Jérusalem. Et j'expliquerai pourquoi et comment, et sur un plan historique et archéologique. Hein. On ne va pas faire, c'est encore une fois, ni les soucoupes volantes, ni les hommes en noir qui ont trimballé les Gaulois à Jérusalem pour crucifier Monsieur Jésus. Toujours est-il que on est certain que Jésus, évidemment, a été très mal en point, mais s'en est très bien sorti. D'ailleurs, quand on démonte à nouveau le lundi de Pâques, lorsqu'il sort de son tombeau et que Marie-Madeleine s'approche de lui, il se passe un certain nombre de détails qui font qu'il ne tient pas à ce qu'on voit trop de choses de son retour du royaume des morts. On y reviendra là aussi, si tu veux. Toujours est-il qu'une fois qu'on a terminé, on va s'apercevoir qu'il y a pu y avoir une sorte d'entente
entre les Romains, Ponce Pilate qui représente les Romains, le Sanhédrin qui représente les Juifs, et puis Jésus qui lui dit, bon, c'est bien joli que vous discutiez de ma peau, mais c'est la mienne, je voudrais bien discuter un petit peu aussi. Et c'est comme si on avait voulu, en fin de compte, faire croire qu'il disparaît, ensuite qu'il monte au ciel, alors qu'en réalité il fait la valise. Et on va voir en quoi interviennent les Gaulois une prochaine fois, si tu le veux. Et là, l'articulation historique, elle est extrêmement difficile à démonter. On peut la démontrer, est difficile à démonter. Thèse, antithèse, hypothèse. Et à partir de là, on peut supposer que dans certaines conditions, un homme qui ait fait la valise de Jérusalem atterrisse sur les terres des Périlos et que d'autres choses vont suivre après et servir de dépôt. Donc à partir de là, les Périlos deviennent les gardiens de quelque chose de fabuleux, hein, qu'on peut appeler un Graal. Et j'en voudrais encore une fois pour preuve que on a 4 évangiles. La religion nous propose 4 évangiles. Et en dehors de ces 4 évangiles, on nous dit qu'il y a tous les autres évangiles apocryphes. Bien sûr. Alors on en a qui sont pas mal. On a par exemple un évangile de Marie-Madeleine qui est très intéressant. Et puis d'autres. Je vais en retenir qu'un, qui est tout petit, donc il se lit très vite, et qui est l'évangile de Ponce Pilate. On est extrêmement étonné que Ponce Pilate, après avoir choisi de faire condamner à mort Jésus, lui consacre un évangile. Et il y a de quoi surprendre. Mais ce qui est encore plus surprenant quand on lit ce petit évangile, ça vaut 3 francs 6 sous, hein, c'est un des plus modestes, des plus courts, il se lit très vite. Et Ponce Pilate va surtout s'attacher à la scène, c'est-à-dire le dernier repas de la communauté que Jésus entraînait avec lui, tambour battant. Et il nous dit, en fin de compte, c'était des gens du peuple. Oui, il va dire pour la première fois une sorte de messe, une transsubstantiation, mais ce sont des gens modestes. Ils ne vont pas utiliser une coupe en or ou en métal précieux comme on pourrait le supposer. Il prend sur la table une coupe modeste. Et dans une des versions de cet évangile, selon les traductions, eh bien, il nous dit tout simplement que la coupe est en terre cuite. Et sur les 2 tombeaux, et c'est là que ça devient intéressant pour cette maquette, alors, attendez, les 2 tombeaux, là, on a dû sauter un épisode. Oui. Parce que nous, on était restés, avant que je te coupe, en fait, tout à l'heure, à la citerne. Oui. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive de cette fameuse citerne à ces tombeaux? Alors, on va y arriver parce qu'on va suivre le cheminement que la maquette nous donne. Elle nous montre des rivières, elle nous montre des chemins et on va les suivre. C'est pas si facile que ça. Il m'a fallu facilement plus de 10 ans pour y arriver. Mais on y arrive. Si moi j'y suis arrivé, n'importe qui peut y arriver. Je suis n'importe qui, en fin de compte. Hein. Et on va voir que sur cette maquette, Saunière va commettre une bourde monumentale et je mets au défi les détracteurs de la maquette de pouvoir donner cette fois une explication autre que ce simplement ludique. Saunière nous montre le jardin des Oliviers, ben oui, puisque c'est là que Jésus est arrêté. Donc forcément, c'est intéressant. Ensuite, il nous montre le Saint-Sépulcre, le Golgotha, l'endroit où a eu lieu la crucifixion. Mais bien sûr que ça colle, que c'est normal. Le mot citerne est beaucoup plus délicat, si on veut l'illustrer d'une façon rationnelle. Et puis alors, le bouquet final, Saunière, sur sa maquette, nous montre 2 tombeaux. Alors un tombeau où il dit, c'est le tombeau de Joseph d'Arimathie. Eh bien oui, forcément. Puisque lorsqu'on lit la Bible, qu'on soit croyant ou pas, si on veut démonter l'histoire que j'avance, il faut lire, même si on lit avec un œil athée. Eh bien, on nous dit simplement qu'après la crucifixion, tout le monde est très embêté. On est allé tellement vite qu'on n'a pas prévu de tombeau et que la loi juive impose qu'à 5 heures de l'après-midi, il soit décroché et soit mis dans un tombeau. On ne doit pas laisser un supplicié à la vue de tout le monde. Joseph d'Arimathie arrive à la rescousse en disant, écoutez, il n'y a pas de problème, mon tombeau est à 2 pas, ensevelissez-le là-dedans, il est tout neuf, il sera bien. On l'ensevelit. Donc, il y a bien un tombeau de Joseph d'Arimathie. Jusque-là, qu'on veuille montrer l'épisode arrestation, condamnation, mise à mort, mise au tombeau, ça colle. Sauf que les décors sur la maquette ne collent pas à Jérusalem. Mais supposons, continuons à supposer. Où ça se complique, c'est que Béranger est un curé. Il connaît bien l'histoire de la religion. Mieux que moi, mieux que toi, mieux que nous tous. C'est un curé. Il est dressé pour ça. Et tout à coup, il va partir en travers
parce qu'il va montrer un deuxième tombeau à côté de celui de Joseph d'Arimathie. Et c'est là que ça se complique, parce que Saunière va demander que sur ce tombeau soit écrit « tombeau de Jésus-Christ ». Donc là, il écrit en toutes lettres qu'il y a un tombeau de Joseph d'Arimathie et un autre tombeau à côté sur la maquette qui est celui de Jésus-Christ. Donc, comment un curé a-t-il pu faire une bourde aussi monumentale? C'est impossible, sauf s'il a une raison majeure d'écrire ça comme un ultime message, comme un dernier testament. Et là, ça colle. Il va vouloir transmettre la dernière information, l'information capitale qui va permettre de comprendre pourquoi les Périlos, un siècle après la naissance de la religion chrétienne, vont être destinataires et vont être gardiens de quelque chose sur leur terre. Pour moi, le tombeau est bel et bien sur les terres de Périlos. Donc il y a cette connaissance, et comment maintenant, pour revenir à Saunière, a-t-il pu, moi, ce que j'expose en 2 heures, comment expliquer? Aujourd'hui, on a Internet, on a le téléphone, on a des voitures, on peut aller très vite, on peut se renseigner extrêmement vite. 47 ans vont suffire à recoudre une histoire. Mais pour lui, à son époque où la photocopieuse, le téléphone, voire même l'électricité n'existait, n'en parlons même pas, les photocopies non plus, comment peut-il, lui, en si peu de temps, en une vingtaine d'années, accéder à tout ce savoir si il n'a pas été téléguidé et qu'on ne lui ait pas donné les outils pour aller sur place, voir, protéger et éventuellement emporter ou déplacer certains objets qui sont dans ces 2 tombeaux. Alors nous les avons trouvés, les 2 tombeaux. Et voilà où je veux en venir à partir de cette définition tombeau de Joseph d'Arimathie. Si on reprend Joseph d'Arimathie, c'est celui qui va ramener de Palestine la coupe ultime qui recueille lors de la crucifixion le sang et l'eau du Christ pendant ce supplice abominable. Mais cette coupe contenant du sang et de l'eau va devenir ce qu'on appelle le Graal. Et Wolfram von Eschenbach et les autres, ceux qui vont écrire les premiers romans de la table ronde, ne vont pas s'y tromper. C'est la coupe sacrée, celle de la transsubstantiation, le jour de la première messe, de la scène de Jésus et de ses apôtres. Donc effectivement, Ponce Pilate écrit bien quelque chose en nous disant oui, il célèbre cette cérémonie avec une coupe en terre qu'il prend sur la table. Où est-ce que je veux en venir, Antoine? Eh bien, je veux en venir tout simplement que dans l'emplacement que la maquette nous signale comme celui de Joseph d'Arimathie, eh bien, nous avons découvert une coupe qui a été évaluée et datée de 2000 ans et qui est en argile grise, très courte, et avec laquelle il s'est produit un certain nombre de choses. Et là, je sors de l'émission. Là, c'est juste énorme. Là. Vas-y, finis. Ce que tu nous annonçais, c'est juste énorme. Quoi. Là, moi, heureusement que j'étais assis. Tu viens de nous dire que tu as été donc à Périlos sur ce lieu indiqué sur la carte en négatif de la Bessonnière. Donc sur la zone où il y avait écrit le tombeau du Christ. Oui. Alors, je fais juste une petite parenthèse quand même. La Bessonnière, qui est un abbé, c'est loin d'être un cartographe, c'est loin d'être quelqu'un féru en géographie. En tout cas, c'est pas son métier. Déjà, juste le fait qu'il ait pu constituer la carte de Périlos en négatif, juste ça, il y a un siècle. Hein. C'est juste extraordinaire. Donc, comme quand tu dis qu'il a été téléguidé, rien que ça. Pour ceux qui sont scientifiques, voilà, c'est déjà juste un début de preuve, effectivement, qu'il n'a pas pu faire ça tout seul, parce que c'est trop de boulot, voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Et donc, toi, tu viens de nous dire, quand rendant sur place, tu découvres une petite coupe en terre cuite. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait en 30 secondes. Hein. J'ai expliqué qu'il m'a fallu 10 ans pour localiser les 2 entrées, et ensuite pour tenter de les explorer. Alors il y en a une où ça a été extrêmement facile, c'est celle qu'on va intituler Joseph d'Arimathie. C'est un peu comme si quelqu'un était passé avant nous et avait fait tout le travail de dégagement. Et ensuite, la nature ayant repris ses droits à l'entrée, il a simplement fallu retrouver ce que j'appelle le point zéro, dégager la végétation et rentrer à notre tour. Donc je pense que là, nous sommes rentrés sur les traces de Béranger Saunière.
Alors effectivement, nous avons trouvé cette petite coupe. C'est vrai. Elle était disposée dans une petite sépulture au sein d'une grotte. Ça a duré quand même des jours et des jours pour dégager, pour pouvoir y descendre et surtout en remonter avec cet objet. Donc voilà. Et je ne suis pas spéléologue, je ne suis pas technicien. Nous avons disposé d'un matériel qui était très sommaire, très sobre, mais suffisant. Alors effectivement, cette coupe est intéressante. Ça peut être n'importe quelle coupe d'il y a 2000 ans. On en trouve. Hein, les antiquaires en ont, le Louvre en a, les musées locaux vont en montrer. Mais si j'avais été fracassé une vitrine du musée de Narbonne ou du Louvre, j'aurais eu des nouvelles du pays du côté du commissariat de police de mon quartier. Et puis il y a des caméras. Donc ce que nous avons trouvé, nous l'avons trouvé. Ça a été expertisé, d'une part, et ensuite on va s'apercevoir, puisque des Allemands ont voulu faire un documentaire sur cette découverte, ils l'ont fait, ils l'ont filmé, et lors du film, on a eu des prises de vue qui étaient très intéressantes, qui ont demandé à ce que ce soit repris deux fois, jusqu'à 3 fois, parce que le caméraman ne comprenait pas. Et effectivement, peut-être est-il utile de conserver ce petit détail pour une autre fois. Mais effectivement, je pense que nous sommes tombés sur une coupe qui est très ancienne et qui a une histoire. Alors, à aucun moment, et je le maintiens bien, je me dis que c'est le Graal. D'abord, le Graal, aujourd'hui, à notre connaissance, il y en a 5 ou 6 qui sont répertoriés comme des Graals. Rien ne prouve que sur ces 5 ou 6 coupes prétendues Graal, il y ait le Graal. Hein, il est peut-être encore ailleurs. Et ce qu'on nous montre, ce sont des pièces d'orfèvrerie religieuse remarquables, sauf celle de Gênes, qui serait une grosse pièce verdâtre, verte d'un très beau vert, et où on a toujours cru jusqu'à l'arrivée de Napoléon qu'il s'agissait effectivement du Graal, qui aurait été taillé dans une énorme émeraude, donc ce qui justifierait la couleur verte. Et on nous dit que dans l'histoire du Graal, si tu veux, on y reviendra une prochaine fois, c'est l'œil de Lucifer qui serait tombé, donc de couleur verte. Et Napoléon, lorsqu'il a envahi l'Italie, il dit « Je voudrais bien savoir ce que c'est que cette énorme coupe. Si c'est une émeraude, il y a de quoi racheter le monde. » Donc, il demande à ses savants de faire une expertise. Et aujourd'hui, à Gênes, lorsqu'on a la chance de pouvoir encore accéder à cette coupe en verre, on va s'apercevoir qu'elle est cassée, qu'il en manque un morceau. C'est ce que les scientifiques de Napoléon ont fait, comme des andouilles, ils ont cassé, alors qu'ils auraient pu essayer d'en prendre un morceau sans trop l'abîmer. Et le morceau cassé, tout simplement, malheureusement, va nous révéler que c'est de la pâte de verre très ancienne, un verre très beau, mais ce n'est que du verre, hein, d'une couleur verte. Donc, on a raccroché les wagons. Mais ce qui est intéressant, c'est que en dehors de cette coupe verte, tout le reste sont des coupes très belles. C'est de l'orfèvrerie religieuse de toute beauté, de grande qualité, d'une valeur immense, et où on nous dit c'est le Graal. Effectivement, hein, la réflexion de Ponce Pilate qui dit mais c'est impossible. Hein, c'était des gens, certes, qui étaient en communauté, mais qui n'avaient pas des moyens, ils ne pouvaient pas se payer cette coupe. Et si on raisonne, effectivement, suivant le raisonnement de Ponce Pilate, comment aurait-il pu savoir qu'on allait célébrer une transsubstantiation ce soir-là et qu'ils aient commandé une coupe d'une telle beauté? Ça ne tient pas la route. Hein. Effectivement, on est resté sur quelque chose de sobre. Et d'ailleurs, c'est le fait que ce soit sobre qui a pu permettre, à mon avis, que l'histoire soit tangible. Donc aujourd'hui, Wolfram von Eschenbach, lorsqu'il nous parle des romans de la table ronde, n'oublions pas que si on admet l'épisode de l'émeraude qui est de couleur verte, Joseph d'Arimathie va y stocker du sang de couleur rouge, évidemment, hein, et que le rouge est la primaire du vert. Voilà, hein, on aurait pu choisir une coupe bleue, non, on l'a pris verte. Donc ça colle. Toujours est-il quand même, parce que qu'on situe, hein, oui. Moi j'ai été visiter une grotte il n'y a pas très longtemps près de chez moi, je suis jamais tombé sur quoi que ce soit de coupe, ou voilà. Donc ça signifie quand même, tu vas sur ce lieu, il y a quand même quelque chose, parce que tu en remontes. C'était dans quelle année à peu près ça Alors la coupe, quand on l'a remontée maintenant, aujourd'hui, oh oui, il y a facilement une douzaine d'années. D'accord. Donc tu en remontes une coupe, donc ça signifie qu'il y a quand même bien quelque chose, au moins sur le plan historique, il y a bien quelque chose à cet endroit-là, qui est daté de l'époque, c'était il y a 2000 ans, la datation. Oui.
La Voilà. datation est simple. Sur 2000 ans, les spécialistes mondiaux ne peuvent pas apporter plus de précision. Elle est pas assez ancienne. Alors on va vous dire 2000 ans, un siècle en plus ou un siècle en moins. Voilà. Hein. Elle peut avoir 2000 et un siècle ou 2000 moins un siècle. Toujours est-il qu'on est dans le créneau des 2000. Voilà. Et en plus, donc, cette coupe a quand même, donc, même si tu dis que c'est pas le Graal, et puis, effectivement, je pense pas que ce le soit, mais elle a quand même des propriétés un petit peu spéciales, cette coupe, c'est ça? Elle a des propriétés un peu spéciales et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un phénomène, mais peut-être ça, on va le garder un jour pour quelque chose qui sera axé que sur le Graal. Oui, ce qui s'est passé, j'ai eu la chance, si on peut dire, que ça se soit déroulé dans le milieu d'un de mes plus durs ennemis. Donc, ce qu'il raconte, il serait très ennuyé de le certifier, puisqu'il est contre moi. Il n'empêche que lui, son épouse et moi savons ce qui s'est passé, ce qu'on m'a montré, ce qu'ils ont vécu et ce que le médecin de famille a pu constater ensuite. Donc à partir de là, pour moi, c'est un témoignage précieux que cet ennemi ait des difficultés après à dire non, non, mais c'est un tissu de conneries, ça ne tient pas la route. Donc effectivement, alors maintenant, j'ajoute très vite que non seulement à aucun moment j'ai dit c'est le Graal, je dis pour le moment c'est une coupe très ancienne qui colle à la description de l'évangile de Ponce Pilate, mais encore, c'est quelque chose qui a été trouvé dans cette grotte que Saunière nous dit, c'est celle de Joseph d'Arimathie. Donc ça fait, à la sortie, ça fait beaucoup. Mon grand-père me disait une fois passe, deux fois las, trois fois casse. Là, il y a longtemps qu'on a cassé. Et c'est vrai que c'est quelque chose, on ne trouve pas ça dans toutes les grottes. Je l'ai trouvé, je l'ai remonté. Effectivement, c'est très étrange et les images que nous montrons de l'approche que nous avons eue du deuxième tombeau collent encore à l'image qu'on a d'un tombeau juif qui serait caché sur le secteur de Périlos. Et alors après, évidemment, on va aller un tout petit peu plus loin. J'ai eu pas mal d'ennuis avec les autorités. Parce que jusqu'à un certain moment, nous avons proposé aux autorités de dire c'est un endroit où il serait intéressant qu'il y ait des fouilles officielles qui soient conduites. Et en résumé, si on regarde en gros ce que les autorités m'ont dit, c'est comme s'ils m'avaient répondu à chaque fois, prenez un comprimé d'aspirine, allez vous coucher, ça ira mieux demain matin. S'il y avait quelque chose là, on le saurait depuis longtemps. Alors, je ne sais pas ce que veut dire depuis longtemps, mais on va s'apercevoir que Périlos, qui est un petit village où il y avait beaucoup de mines autour, la population masculine vivait précisément de travailler dans les mines. Et il y a encore 15 ans, la mairie, lorsqu'on allait voir en disant où sont les mines de Périlo, disait il n'y a jamais eu de mines. Et s'il y avait eu des mines, on le saurait. Nous sommes enfants du pays, on serait allé jouer aux cow-boys et aux Indiens dans les mines, on serait allé se faire peur, on aurait entendu des fantômes, etc. Non. À ce moment-là, on soutenait, et à moi en premier, non, il n'y a jamais eu de mine à Périlos. Le gros problème, c'est que nous disposons de documents que nous pouvons montrer et que nous montrons dans notre musée, qui sont des autorisations au XIXe siècle, donc à l'époque de Saunière, de la préfecture, qui donne l'autorisation de poursuivre l'exploitation des mines sur les terres des Périlos. On avait quand même des mines d'or, des mines d'argent, des mines de fer. Ça fait beaucoup pour un secteur où on nous dit non, non, il n'y a jamais eu une seule mine. Et on les a localisées. Donc, alors qu'il est, il y a effectivement, il y a eu des cavités, il y a eu des exploitations, et très étrangement, la population masculine de Périlos ne va jamais revenir des guerres. Tous les hommes en âge de porter les armes ont été tués sur le champ de bataille. On a commis des bourdes à l'état-major et en fin de compte, pratiquement aucun homme ne va revenir. Périlos va s'éteindre parce qu'il ne reste plus que des femmes. Donc des femmes qui peuvent encore avoir des enfants, mais il faut attendre que des hommes reviennent. Il n'en reviendra pas. D'autres hommes peuvent venir d'ailleurs, mais il faut attendre une vingtaine d'années pour qu'un enfant devienne un homme et soit en mesure de pouvoir produire un travail. Ensuite, il y a des enfants trop jeunes et des vieillards qui sont devenus incapables. Périlos va s'éteindre comme le soir, lorsqu'on veut éteindre une lampe
et qu'on veut aller se coucher et dormir paisiblement. On ne va pas dormir très paisiblement, Antoine, parce que des gens vont nous réveiller. Par exemple, des nazis, qui effectivement vont s'intéresser, des Allemands qui vont s'intéresser de très près à Périlos, au point, paraît-il, d'y mettre un observatoire. Évidemment, on est pendant la guerre. Alors, ils mettent un observatoire au-dessus de Périlos. Et lorsqu'on entend encore le témoignage, évidemment, les gens qui ont vécu à cette époque, il n'y en a plus beaucoup, mais les enfants ont entendu. Et puis, ça a été quelque chose de notoire. Les vieux habitants de Périlos, à l'époque où les nazis montaient, où les Allemands, où la Wehrmacht montait à l'observatoire, disaient, on n'a jamais eu d'ennui avec eux, parce que sans qu'ils soient avec nous très sympathiques ou fraternels, ils ont toujours été très polis, comme s'ils voulaient éviter des frictions entre eux et nous. Pas de tension, les Allemands montaient à cheval, là-haut, disaient bonjour, disaient au revoir, il n'y a jamais eu d'insulte ou de pression sur la toute petite population de Rennes-le-Château. Et quand on voit l'endroit, parce qu'il de Rennes-le-Château, de Périlos. Pardon, autant pour moi. Parce que quelque chose me vient dans la tête à propos de Rennes. Et on s'aperçoit, même si on n'est pas militariste, même si on est quelqu'un de violent, même si on est objecteur de conscience, on a une logique. À l'endroit où les Allemands ont collé leur observatoire, mais personne de sensé ne l'aurait mis. N'importe quel résistant, 4 ou 5 résistants, réduisait l'observatoire à néant en quelques secondes. Les Allemands se mettent là et pas ailleurs. Ils ont quelque chose à observer, à regarder, à chercher peut-être. Ils vont le faire en toute discrétion. Et lorsque j'ai repensé, j'ai fait un lapsus révélateur, lorsque j'ai repensé à Rennes-le-Château, il y a un médecin de Rennes-les-Bains qui s'est beaucoup intéressé à l'affaire de Rennes-le-Château et à Bérenger-Saunière, qui en tant que médecin va aller soigner gratuitement les gens de Périlos. Les gens ont confiance en leur médecin. Le médecin, à cette époque, c'est un peu comme le curé. On peut tout lui dire. Il est tenu par le secret professionnel. Or, ce médecin va les soigner. Lorsqu'il se met à la retraite, il se met dans un village à côté de Périlos et il va monter régulièrement soigner cette population. En attendant, les Allemands, les nazis vont faire des recherches, vont faire un observatoire et ils ne vont jamais monter. Évidemment, pendant la guerre, on cherche un observatoire sur un point élevé pour voir s'il n'y a pas des troupes qui vont arriver et qui vont vous déloger. L'endroit où l'observatoire a été mis est nul, c'est-à-dire on ne couvre pas 360 degrés. Mais ensuite, on va s'apercevoir que les Allemands vont faire des recherches avec un avion, un petit avion qui a des facultés pour voler lentement et bien observer. C'est d'abord un avion d'observation. Les Allemands, pratiquement toutes les semaines, vont envoyer cet avion qui part de Toulouse et qui va longer une falaise, qui va regarder quelque chose, qui va chercher quelque chose qui n'a rien à voir avec la guerre. Hein, et un beau jour, l'avion va s'encastrer dans la montagne. Il y a encore. On voit encore les débris. Il n'y a aucune explication au fait que cet avion se soit encastré. C'est encore un des mystères du coin. Mais les nazis, les Allemands qui avaient une commandanture à Durban, ont toujours, là encore, évité les chocs et les confrontations avec la population locale. Et on sait, parce que là il y a encore des hommes qui se souviennent d'avoir vu ces hommes de la Wehrmacht et ces nazis qui avaient monté une commandanture à Durban, dire, on voyait souvent des hommes qui revenaient de 3 ou 4 jours, et c'était des hommes du génie. Hein, ils appartenaient à un régiment de génie et ils revenaient couverts de boue et d'argile. D'où venaient-ils? On ne sait pas. Ils venaient du côté de Périlos et d'un endroit qui s'appelle, d'ailleurs, ces toponymies étaient tous à base de mots juifs, la juiverie, les juifs, le juif, et très étrangement, des anciennes cartes d'état-major, toutes ces appellations, aujourd'hui, ont disparu. Alors on me dit, oh, c'est pour éviter trop de sémitisme. Oui, bien sûr, mais de toute façon, tout le monde s'en fout qu'un lieu-dit s'appelle la Juiverie. Il y a bien la rue de la Juiverie à Lyon, et on ne va pas enlever la plaque parce qu'on ne veut pas faire de l'antisémitisme. Ça ne tient pas la route. Donc on sait que les nazis s'y sont intéressés. On sait que des sociétés, qu'on va dire discrètes, la maçonnerie va s'y intéresser énormément,
juste à un groupe de Perpignan, la Sanche, ces gens qui se promènent en procession un jour par an et qui, ça se fait en mémoire précisément de la mise à mort de Jésus, et qui ne se cachent pas pour m'avoir dit, pour le peu que j'ai pu discuter avec eux, je leur ai dit, mais à part cette procession extraordinaire et quelque chose qui remonte très très loin dans votre histoire de gens avec une cagoule sur la tête, vous cherchez bien quelque chose. Et ils m'ont répondu oui, on recherche la grande relique. Alors, de ma mémoire religieuse et ce que j'en sais maintenant à mon âge, je sais qu'il y a des reliques, toutes les églises pratiquement ont une petite relique de Saint ça ou Sainte ceci. Mais je pensais qu'il y avait des reliques, je ne pensais pas qu'il y en avait des petites, et je ne pensais surtout pas qu'il y avait la grande relique. La grande relique, est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui dépasserait en importance et en grandeur toutes les reliques des saints de la géographie chrétienne et catholique, c'est-à-dire la grande relique, celle d'un homme par qui et grâce à qui ou à cause de qui va se déclencher quelque chose qui va devenir une religion. Et cette religion, tout simplement, pour moi, elle est née à Périlos. On va aller plus loin. Hein. Si dans notre hypothèse que Jésus ne soit pas mort crucifié, comme disait Bigou, Jésus n'est point ici. C'est donc qu'il est ailleurs. S'il n'est pas à Rennes-le-Château, si Saunière ne l'a pas trouvé à Rennes-le-Château, il est allé le chercher à Périlos. Et à partir de là, si on regarde l'histoire des premiers mérovingiens, ils nous disent « Ah, mais nous sommes issus de sang divin, nous avons le sang bleu. » Voilà. Et je poserai tout simplement la question, et si ce monsieur avait fait des petits, qui eux, ayant une histoire, pourraient devenir l'origine d'une certaine royauté, c'est-à-dire à une époque. Alors également, on me dit, vous avez trouvé le tombeau de Jésus. Pas du tout. Et ça, je le maintiens, je ne l'ai jamais dit, et je ne l'ai jamais. Alors effectivement, je parle du tombeau de Jésus-Christ, mais en fin de compte, je ne fais que relire et relater ce que Béranger Saunière, curé, prêtre, donc si lui se gourre, c'est pas de ma faute. Et lui, il nous dit, le tombeau de Jésus-Christ est ici. Donc à partir de là, je n'affirme rien, je ne reprends qu'une information qu'un curé a laissée sur un moulage. Et je le lis comme je lirais la Bible. Personne ne me reprochait de lire la Bible ou les évangiles. Mais là, on me dit, oui, mais pour Jésus, vous poussez le bouchon loin. C'est pas moi qui pousse le bouchon. C'est l'histoire d'un prêtre du Razès qui fait une découverte, qu'on va pousser à la découverte, à aller chercher. Son copain Gélis va vouloir une trop grosse part du gâteau, on va le tuer. En fin de compte, on le fait taire, les morts ne parlent pas, et on dit aux autres, vous avez vu ce qui se passe quand on est trop gourmand ou quand on a la langue trop bien pendue. Autrefois, les anciens vous disaient, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Voilà, donc à partir de là, on va s'apercevoir que tous ces curés sont allés à Durban, de Durban à Périlos, ont tous approché un secret, et Béranger Saunière a été celui, parce qu'on approche d'une époque où les enfants vont aller à l'école, ils vont savoir lire, écrire, compter, ils vont avoir un système de réflexion beaucoup plus perfectionné. Donc certaines choses vont être découvertes. Pourquoi Saunière n'aurait-il pas été mandaté pour aller vérifier si le dépôt était toujours... C'est une hypothèse, elle est très fragile, c'est la mienne. Et j'en prends la responsabilité, je ne sais pas si c'est la bonne, et rien ne dit que c'est la bonne. Mais pourquoi n'aurait-il pas été mandaté pour vérifier sur site s'il y avait encore la grande relique? Si elle y était encore, qu'est-ce qu'on pouvait en faire? Ou peut-être murer, exploser l'endroit. Et à propos d'explosion, voyons voir, revenons un tout petit peu en arrière, c'est pas loin, tout au plus une quinzaine d'années. C'est passé à la télévision, c'est passé sur les journaux. Il y a eu un épisode. Et cet épisode, on nous dit un beau jour à la télévision ou sur les journaux, 2 agents des services secrets, pas si secrets que ça, puisqu'on le dit sur le journal, s'ils sont secrets, on n'en parle pas. 2 agents des services secrets se font exploser la tête sur les terres de Périlos. Ah bon? Ah oui, ils étaient sur les terres et ils avaient dans leur sac à dos des explosifs extrêmement puissants. Tout le monde sait que les services secrets se promènent dans les montagnes de Périlos avec des petits sacs à dos et des explosifs surpuissants. Ça grouille, tous les dimanches, il y en a. On le sait. Ça tient pas debout, cette histoire. Et surtout, quand on regarde à quel endroit ils se sont fait sauter la figure, ils étaient tout au plus à moins de 2 km du point zéro. Manque de bol, les explosifs qui trembalaient ont pété avant. Mais il y a des incohérences, et on va même aller plus loin. L'armée
où l'État, pour récupérer avant les pompiers ce qui reste de la viande éparpillée de partout sur le lieu de l'explosion, vous envoyez les pompiers qui peuvent le certifier et qui ont été furieux à des kilomètres et des kilomètres de là pour pas qu'ils soient les premiers à arriver sur place. Qu'est-ce qu'on voulait cacher? C'est tout. Hein? Alors déjà on dit, oh, c'est les services secrets, on peut rien vous dire plus. Eh ben ne nous dites rien. Hein, dites que ce sont des gens qui maladroitement portaient de l'explosif. Pourquoi portaient-ils de l'explosif? Sinon pour le faire péter. Voilà, donc il y a incessamment tout un tas de détails. On nous dit qu'on fait des manœuvres sur Périlos, que parfois il ne faut pas y aller, on vous empêche d'y aller parce que l'armée fait des manœuvres. Oui, oui, il y a un champ de manœuvre pour les chars d'assaut et ils tirent sur des carcasses de voitures. Donc là on vous dit il ne faut pas y aller. Mais il y a tout un tas d'événements qui font que dans ce secteur, si c'est pas vrai, si mon histoire est fausse, eh bien, je suis navré, mais je peux emmener, et nous y emmenons souvent des groupes, auxquels je montre des réalités qui sont assez extraordinaires. Aujourd'hui, on nous dit qu'on est en train de restaurer Périlos à l'identique. C'est faux. Un groupe y travaille et a fait des travaux en remontant des maisons, au départ, sans déclarer de permis de construire. Essayez donc de construire une maison en France sans permis de construire. Et vous m'en direz des nouvelles, ça va très vite. Là, on a vite rectifié le tir en mettant très vite sur le chantier où j'avais dit c'est marrant, il n'y a pas de panneau d'autorisation de construire une maison ou de reconstruire. Oh, 8 jours après, il y était le panneau. Et ainsi de suite. Et quand on nous dit ces maisons remontées d'antiques, c'est faux. Parce que les seules photographies qui ont été faites de Périlos autrefois, c'est nous qui les avons. Tout simplement parce qu'un instituteur, il y a une toute petite école à Périlos, un instituteur était fou de photographie, a fait une vingtaine de clichés de Périlos et c'est nous qui les avons. Aujourd'hui, on remonte des maisons qu'on dit à l'identique, on cache quelque chose, et ça, j'ai pas peur de le dire, je sais que ça me coûte beaucoup d'ennui quand après je m'en y promener, on essaye, on peut pas cacher, alors on gomme, on efface. Hein, et puis, petit à petit, d'autres maisons arrivent. Et on dit, mais Douzet, il va prendre un cachet d'aspirine, allez se coucher, ça ira mieux demain matin. Et à partir de là, effectivement, on est en train d'effacer tout un tas de choses. Il y avait des gravures dans une cave. Le premier souci des gens qui étaient là pour restaurer Périlos, ça a été d'effacer, de démolir les pierres où il y avait ces gravures. Pourquoi ? Elle ne gênait personne, elle pouvait rester au fond de la cave. Ça gênait personne. Il y avait une cave où il y avait une amorce de départ souterrain. Pareil, tout a été effondré, ça a été caché. On dit, mais c'était dangereux au cas où des enfants y jouaient. D'accord, mais il y a 50 ans que les enfants allaient y jouer, etc., etc. La maquette de Saunière nous indique quelque chose, un dépôt qui est sur les terres de Périlos, et ça, c'est indiscutable. Donc à partir de là, je dis que à Rennes-le-Château, il y a eu une connaissance. Hein, cette connaissance n'était pas sur Rennes-le-Château. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est très simple. J'invite tous ceux qui me parlent du trésor de Rennes-le-Château et qui écrivent des livres en disant voici la clé du trésor de Rennes-le-Château, voici où il est, voici ce qu'il est. Pourquoi ne vont-ils pas le chercher? Pourquoi ne le mettent-ils pas sur la table? Tout le monde serait content, l'histoire s'arrêterait là. Or, si eux ne peuvent rien montrer et ne peuvent rien mettre sur une table, eh bien Antoine, dans notre musée, nous avons une pleine vitrine d'objets archéologiques qui ont été remontés de Périlos, dont la fameuse petite coupe. Hein, dont le fameux document de Bernard Courtade qui a échappé parce qu'on m'a vendu, comme au plus beau jour de la délation au moment des nazis, on m'a dénoncé aux archives départementales de Perpignan, doivent s'en souvenir, pour que je rende le fameux livre, le livre de contes, le livre de Bernard Courtade. Ah oui, évidemment, c'est très important, un document qui a 4 siècles et qui est complètement obsolète. Et il n'y avait que cette page qui les intéressait, mais va savoir pourquoi, la page est manquante. C'est curieux, c'est très intéressant, elle n'y est plus. Mais on a fait des pieds et des mains pour me la faire lâcher d'une façon administrative, de façon à ce qu'on puisse avoir les coordonnées, comme moi je les ai eues à une époque. Donc il y a un savoir, les autorités le savent, la Sanche le sait, d'autres gens le savent, et en fin de compte, ce qu'ils attendent, c'est précisément cette découverte. Mais cette découverte, oui, je le maintiens, est née à Rennes-le-Château. Mais Rennes-le-Château n'est en somme qu'un détonateur
que quelque chose qui va mettre le feu aux poudres, mais il n'y a pas de poudrière à Rennes-le-Château. Il y a des choses très intéressantes qu'on va vous démontrer petit à petit. Il y a eu un savoir à Rennes-le-Château. A-t-il été déplacé à une époque? Y est-il encore? Je ne sais pas, mais toujours est-il que la finalité de ce savoir se trouve sur les terres des Périlos. Et ça, je suis prêt à en reparler quand vous voulez. D'accord. Alors, juste parce que là, on approche de la fin, Oui. et que j'aime bien aller jusqu'au bout des histoires qui ont été commencées, puis c'est vrai qu'à un moment donné, on a digressé. Concernant la maquette, donc, tu étais chez le mouleur, tu as récupéré le négatif, et cette maquette, finalement, elle est devenue quoi? Elle t'a été saisie administrativement, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ou est-ce que celle que tu as dans ton musée, c'est la vraie maquette ou c'est un moulage de la maquette? Alors, elle m'a été détournée, tout ce qu'il y a de plus officiellement. Hein. Cette personne, si elle m'entend, je la mets au défi de dire que ce n'est pas vrai. On m'a fait miroiter certaines choses qu'on devait me financer, qui n'ont pas été financées. On m'a avancé de l'argent et puis on m'a dit, ben, en garantie, on prend la maquette. Mais on te la laisse, on est gentil, on te la laisse. Simplement, elle est en garantie. Et puis un jour, cette personne m'a demandé de lui la prêter pour qu'il puisse la montrer à ses amis. Bah, je ne me voyais pas dire non, vu que cette personne m'avait sorti d'un mauvais pas financier. Et cette maquette, je ne l'ai jamais revue. La personne l'a gardée et quand j'ai dit mais je suis prêt à la payer et j'avais trouvé la somme d'argent à rembourser et je ne vous dirai pas ce qui m'a été à l'occasion, la maquette est restée entre les mains de cette personne. L'ennui pour cette personne, c'est qu'il manque un morceau de la maquette et le morceau, je l'ai. C'est-à-dire que telle qu'elle est ailleurs, elle est inexploitable. C'est avoir une Formule 1 sans réservoir d'essence. Oui, on a une Formule 1, mais elle ne peut pas rouler. Alors ensuite, pourquoi dans notre musée en avons-nous une autre? Ben, tout simplement, à un moment que la maquette avait été exposée et que voyant les risques qu'il y avait, Jean-Luc Robin, à son époque, m'avait dit « il vaut mieux que tu en fasses une copie par moulage, voilà une adresse, vas-y, et là, on va t'en faire un moulage parfait, par élastomère. » C'est ce qui a eu lieu, effectivement. Et à partir de là, le moulage que nous avons est la copie conforme, échelle, grandeur, tout, de l'original qui m'a été soustrait. Mais ce que j'ai en plus de celui qui me l'a soustrait, et qui n'a pas été très malin, c'est que tout simplement, il manque ce morceau, et ce morceau s'adapte à la copie, puisque c'est un moulage de l'original, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en possession de la maquette complète, et lui n'en a qu'un morceau. Ce qui fait qu'en fin de compte, j'ai récupéré mes billes. Et ce qu'on montre aujourd'hui dans le musée, c'est la copie de la maquette par élastomère. J'ai toujours l'élastomère, hein, donc je peux montrer l'élastomère. Je peux montrer le contre-moule avec lequel a été reproduit cette copie. Et je peux montrer la partie manquante que je peux adapter à la maquette. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, je montre la maquette telle qu'elle était, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire complète, plus complète que ne l'est l'original. Et les documents, nous les avons. Voilà, Antoine. Au moins, comme ça, c'est très clair par rapport à cette maquette. Et donc, alors, pour finir cette belle aventure qui nous a quand même tenu en haleine et sur laquelle on reviendra hein, au fil des épisodes avec toi, il y aura forcément un repassage par Périlos lorsqu'on attaquera d'autres sujets. Oui. Moi, je voulais juste, pour conclure, revenir sur ton musée. Parce que tu nous en as parlé à plusieurs reprises. Je sais qu'il a ouvert les portes en septembre dernier, hein, c'est oui. Ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots dessus? Comment, si des gens sont intéressés, comment est-ce qu'ils font pour pouvoir visiter ce musée? Je sais que ça, c'est pas la bonne franquette. Hein, il faut l'organiser avec toi pour pouvoir organiser des groupes, etc. Voilà. Comment est-ce que ça se passe? Alors, ça se passe très bien. Hein. Ensuite, je tiens à préciser tout de suite que ce musée est à mon épouse et à moi. Nous sommes deux. En fin de compte, c'est surtout grâce à elle que le musée a vu le jour. C'est elle qui a tenu l'épinorin pour que ce projet soit conduit jusqu'au bout. Je le lui dois entièrement. Et nous le faisons visiter. Il y a 150 mètres carrés
et un peu plus de 1500 objets, éléments contenus dans le musée, qui est dans les anciennes caves voûtées de notre demeure, qui est très ancienne. Alors, comment le visiter? Eh bien, tout simplement, il me faut pratiquement 1h30 à 2 heures pour préparer la visite, parce que nous mettons certains décors en condition, de façon à ce que les visiteurs aient une plongée, une immersion, je dirais, brutale, d'un coup, dans des décors auxquels ils ne s'attendent pas, et qu'ils puissent voir les pièces essentielles de notre musée dans le jus où elles étaient, à l'époque où elles ont été découvertes. 1500 objets. Nous agrandissons actuellement le musée avec un département égyptien. Donc on reparlera, puisqu'il y a eu des découvertes égyptiennes de fait dans les Pyrénées, précisément. C'est ça, près d'Orus, hein, il me semble. Oui, ouais. Et là, on montre ce qui a été trouvé par l'abbé Glory lorsqu'il fait cette découverte. C'est pas moi qui l'ai faite. Et en fin de compte, dans le musée, il y a ces objets. Il y aura un département d'égyptologie. Il y aura un département maçonnique parce que ma famille a disposé de maçons avant la Révolution, donc c'est pas moi, c'est leurs tabliers, c'est leurs objets que je présente, qui ont été conservés dans la famille, et puis ensuite quelque chose sur la divination. Donc il va y avoir maintenant un petit peu plus de 200-230 mètres carrés d'exposition sur 2 niveaux. Et c'est vrai qu'on demande aux gens au moins de nous prévenir la veille s'ils peuvent, ou au moins en tout cas 2 à 3 heures avant de vouloir le visiter, de façon à ce qu'ils le fassent dans des conditions importantes. Toute la partie supplémentaire du musée a été faite sous la conduite de mon épouse, qui apporte une touche beaucoup plus féminine, beaucoup plus subtile que celle que j'ai pu apporter. Mais tout le monde y est le bienvenu, et forcément Antoine, pour que vous puissiez en parler d'une façon plus complète, nous vous invitons à venir sur site pour pouvoir en parler. Pourquoi ne pas faire directement une émission à bout portant en visitant le musée? Et écoute, voilà, tu vois, c'est dans ma petite tête, ça va faire son chemin. Il est possible que, comme on le disait en off, qu'au mois d'août, ça puisse se faire. Alors, si vous voulez retrouver donc le site d'André Douzé, je fais un petit partage de page. Donc, oui. C'est andredouzé.wix.com. Voilà, on retrouve donc ton site, et donc dessus, les gens retrouveront effectivement toutes les informations sur ce musée de l'étrange, voilà, qui a l'air vraiment super intéressant. Moi, je préfère finalement visiter ces petits musées sans, hein, c'est pas péjoratif quand j'emploie le terme musée, absolument, qui sont beaucoup plus riches d'enseignements que les grands musées classiques avec plein de subventions, et où finalement on n'apprend pas grand-chose. En tout cas, André, à moins que tu aies encore une dernière chose peut-être à rajouter sur ce qu'on vient de voir. Non, c'est bon, on a fait tout le tour. Hein. Je pense, oui, pour cette fois, oui. Ok. Donc, je te remercie d'être venu nous rencontrer et partager ce savoir. Et ce qui est vraiment intéressant avec toi, c'est que tu es un homme de terrain. Tu es un petit peu notre Indiana Jones à nous. Hein. Quand tu parlais, j'avais la musique qui arrivait derrière, comme ça, où je voyais très bien, tu sais, le passage où tu as le nazi qui fait l'empreinte du médaillon, et puis il n'en a qu'une partie et pas l'autre, voilà, donc du coup il ne fait pas les recherches au bon endroit, ou l'autre épisode où tu as le père d'Indy qui lui dit que la coupe est celle d'un charpentier et pas forcément d'un... Voilà. Bon, voilà. Il y a toutes ces images qui arrivaient, donc je te vois très bien avec un chapeau et un fouet. Voilà. En tout cas, voilà, très gentil d'être intervenu aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces causeries vont se répéter régulièrement, hein, en fonction de tes dispositions. Voilà, c'est quand tu veux. Et comme l'a dit André, ce qu'il faut savoir, c'est que la famille Douzé, c'est André Douzé, mais aussi Marie-Ange Thibault Douzé, qui participe de la même façon, à même niveau à toute cette aventure. Et on aura aussi le plaisir d'avoir à ta place de temps en temps, quand elle veut, Marie-Ange, pour nous parler de ses recherches. Et puis elle a fait de très bons livres aussi, que j'ai beaucoup appréciés. Voilà. Donc on aura le plaisir de vous revoir tous les deux alternativement, ou même en même temps, hein, pourquoi pas aussi une émission
Alors, je tiens Antoine à te remercier et c'est pas pour faire aller dans le sens du poil. Je tiens à te remercier très sincèrement pour nous donner l'opportunité de pouvoir discuter, d'apporter une partie de ce qu'on a trouvé, de ce qu'on a cherché à un public qui est le tien. Et en fin de compte, si une émission comme la tienne n'existait pas, petit à petit, nous n'existerions plus. Donc c'est Voilà. moi qui te remercie. En fait, je fais juste une œuvre d'archivage pour que toutes ces émissions-là, quoi, tout ce savoir puisse nous survivre. Voilà, peut-être que dans 2 siècles, dans 3 siècles, il y aura Oui. des écoles qui viendront étudier ce qui ont été dit aujourd'hui. En tout cas, André, je te remercie. Je te souhaite un très bon week-end. On va profiter, hein, il fait encore beau ce week-end pour, euh, pour profiter de ce beau soleil. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt, Antoine, et merci encore.